Patricia est un roman que j'ai écrit, qui a été publié aux éditions Gallimard en 2017. J'ai passé 4 ans à travailler dessus, j'ai enquêté, j'ai aussi beaucoup voyagé. J'étais en Afrique, au Canada, en Haïti, à Lampedusa. Ce roman traite de la migration, mais aussi le projet littéraire, c'est de voir comment cette migration transforme nos vies d'Européens. Et aussi, je voulais voir si deux femmes que tout sépare, l'histoire, la couleur de la peau, la richesse, la fracture sociale, comment ces deux femmes peuvent peut-être tenter de former une famille. Et donc j'ai été très touchée lorsque Frédéric Dussène m'a dit que ce roman lui avait parlé, qu'il avait envie de le monter à la scène. Et donc il m'a proposé de travailler sur l'adaptation de ce projet. Et je dois dire qu'à la première lecture, il y a quelques mois, j'ai vraiment été bouleversée de voir que ces mots que j'avais travaillés dans la solitude, que j'avais pensés, prenaient vie et corps grâce à 2 comédiennes fantastiques qui sont Raphaël Bruno et Consolate Siperius, et comment tout d'un coup ce que j'avais imaginé prenait vie sous mes yeux. Vous êtes unique. Bonjour à tous. Notre nouvelle création a pris une des formes que nous affectionnons tout particulièrement, Axel de Bozery et moi-même. Vous êtes unique est ce qu'on appelle un spectacle multifacette, où plusieurs séquences de formes différentes construisent un parcours ludique et festif autour du thème du conformisme que nous pratiquons tous, à raison parfois et parfois pas. Nous nous sommes attachés à observer comment nous nous laissons influencer par un groupe ou un individu, sans oublier notre capacité réelle à sortir des normes imposées, à innover, à inventer. La matière donc de ces séquences est variée. Il y aura du texte bien sûr, mais aussi de la danse et des événements scéniques visuels. Et comme on dit qu'un dessin peut remplacer facilement un long discours, je vais vous montrer quelques dessins qui ont servi à la préparation du spectacle. Vous êtes unique va vous faire voyager de la salle à la scène, où les espaces scénographiques se transformeront au fur et à mesure du parcours. Guidés par un petit personnage énigmatique et facétieux, nous passerons d'une salle d'attente où se déroule une expérience de psychologie sociale à l'univers de la pièce du Grand Tri de Paul Pourveur, qui se distillera en 3 épisodes pour développer l'idée, ici au sein d'une réunion dans une grande entreprise, qu'un individu isolé peut innover et agir positivement, influencer positivement un groupe. Les épisodes seront entrecoupés de plusieurs séquences. Par exemple, celle du dance floor, où des personnages hauts en couleur nous entraîneront dans un dancing évolutif éclairant pour nous les mécanismes et la puissance du conformisme. Un autre exemple de séquence, un défilé de mode qui jouera avec le principe du suivisme décliné jusqu'à l'absurde. Et le tout se terminera en chanson comme dans un music-hall. Le 25 décembre 2004, un tsunami a dévasté l'Indonésie. Hélène et moi, nous sommes en vacances au Sri Lanka. Hélène est journaliste pour une chaîne de télévision. Hélène est allée fumer une cigarette sur la terrasse. J'ai pensé, si elle revient bientôt, si nous faisons l'amour, peut-être que nous vieillirons ensemble. Je suis restée sur la terrasse. Autour de lui, les survivants balbutiaient le mot vague. Et ce mot vague s'est propagé dans le village, comme a dû se propager le mot avion le 11 septembre 2001 à Manhattan. Juliette et moi, on était vraiment devenus des virtuoses dans l'art d'appliquer vraiment le droit. Tout le monde se demandait tout le temps, mais qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir sortir de leur chapeau, les 2 petits juges boiteux? Ils étaient boiteux tous les deux rescapés d'un cancer à l'adolescence. Le cancer les avait dévastés et construits. Mais t'es drôle, toi, t'es le seul type que je connaisse capable de penser que l'amitié de 2 juges boiteux et cancéreux qui épluchent des dossiers de surendettement au tribunal d'instance de Vienne, c'est un sujet en or. En plus, ils couchent même pas ensemble.
m'ennuie avec les enfants, c'est qu'ils grandissent. C'est qu'un beau matin, sans prévenir, ils mettent des trainings. Le champ de bataille, c'est les confidences que nous fait un homme depuis l'endroit où on ne le dérange pas, c'est-à-dire les toilettes. C'est le seul endroit qu'il trouve pour avoir la paix et pour nous raconter la guerre qui se passe dans sa maison. Et ça va loin. Pourquoi je pourrais pas avoir un dernier iPhone? Parce que ça coûte 700 €, ça me paraît suffisant comme argument. Ouais, fais chier, pourquoi je suis tombé dans une famille de pauvres? Ce que j'ai le plus aimé dans ce livre, c'est la démesure que Jérôme Collin y donne à cette histoire, parce qu'elle nous réserve des surprises. On rentre dans le cerveau. Il y a quelque chose d'un peu hypnotique dans cette histoire-là, où on rentre à l'intérieur de sa tête, de sa névrose. Vous vous souvenez quand ça a débuté, cette prise de distance avec votre femme? Non, je ne voyais pas comme ça, au débeauté. Très bien. Ça fera 50 €. Quelqu'un qui est dépressif, c'est pas très drôle. La névrose, c'est plus Woody Allen ou... Voilà. Et ça, c'est quand même très drôle à voir quelqu'un qui se débat dans ses problèmes. Ça vous empoisonne, ça vous méprise, ça vous déteste. C'est cruel, un enfant qui grandit. Sans compter le fait que ça gaspille des tonnes de papier toilette. Un grand événement dont on est très fiers, une grande création qui est en coproduction avec le Théâtre des Bouffes du Nord. Un Molière, ça fait longtemps qu'on n'a plus joué sur nos planches ce Molière-là, Georges Dandin ou Le Mari confondu. Alors, c'est une comédie de Molière, une comédie en musique, et d'ailleurs la partition de Lully sera tout à fait reprise. Les comédiens, ils sont 7, seront accompagnés sur le plateau d'un orchestre baroque composé de 8 musiciens, de 4 chanteurs, des costumes chatoyants de l'extraordinaire couturier Christian Lacroix et surtout un Michel Faux. Michel Faux, vous connaissez Michel Faux, vous connaissez son visage, c'est un artiste génial. Non seulement il assume la mise en scène, mais il joue le rôle de Dandin. Donc le spectacle n'est pas encore créé, il sera créé fin du mois d'août ou en France, et on se réjouit de cette très très belle collaboration. Donc un spectacle événement à ne pas manquer, c'est à Lola Marina. Ça a énervé le bon Dieu. Il n'y a qu'un créateur ici, c'est moi. Appelez-moi de Vos. Elle a oui ce que tout toi. Et quoi, toi? Je pose une question, mesdames et messieurs. Est-ce en remettant toujours au lendemain la catastrophe que nous pourrions faire le jour même que nous l'éviterons? Et je zappe sur Emmanuel. Elle avait tout dévoilé. Là. Je sais bien, mais ça me fait plaisir. Il dit, je ne sais pas vous dire pourquoi, j'en fonce un clou. C'est tout. J'arrête d'y penser, sinon je vais devenir marteau. Il voulait faire l'amour, elle voulait faire la guerre. Total, elle a fini pucelle à Orléans. Est-ce que vous m'aimez? Est-ce que vous m'aimez? Elle m'avait répondu non. La. C'est trop maintenant. Oh, oui. Je vais aimer, qu'elle soit de mûr, qu'elle soit de mou. Je vais des murs, qu'ils soient en dur, qu'ils soient en mou. Sonate d'automne, ce sont les retrouvailles d'une mère et de sa fille après 7 années. Eva a épousé Victor et elle vit dans un presbytère reclus au fin fond de la Suède. Alors quand Charlotte débarque, c'est la tempête au milieu
du calme austère de cette maison. Mais bientôt, la nuit tombe et les langues se délient. Le passé ressurgit, violent, désespéré, mais tellement vivant encore. Alors, est-ce que les mots seront à la hauteur de ce qui a été vécu? En tout cas, tout au long de cette nuit, ces deux femmes vont tenter l'impossible, sans se rendre compte que Elena, la sœur handicapée, les épie du haut de l'escalier. Edmond, c'est l'histoire d'un jeune auteur de théâtre en 1897 qui s'appelle Edmond Rostand et que personne ne connaît, qui est un peu ringard pour les seuls, les rares qui le connaissent. Et puis il va faire la rencontre de Constant Coquelin, un grand acteur de l'époque, l'équivalent d'un Depardieu de l'époque, qui va lui demander une pièce et il va lui improviser le titre Cyrano de Bergerac autour de ce personnage avec un grand nez. Moi j'adore l'histoire, je me suis coltiné 5, 6, 10 bouquins et puis j'ai fouillé un peu sur ces acteurs et comment rendre véridique cette époque-là. Alexis Michalik admire le père de la littérature spectacle, Alexandre Dumas, les mises en scène d'Ariane Mouchkine et le cinéma de Christopher Nolan qui allie grand spectacle et scénario complexe. Des références qu'il mélange volontiers et applique à son théâtre. Mon obsession, c'est que le spectateur ne ronronne pas. Le but, c'est d'arriver à surprendre ces gens et de leur proposer quelque chose qui va aller quelque part qu'ils n'attendent pas forcément. Il y a un an, j'ai commencé un atelier à la Maison des Femmes de Saint-Denis, qui est un lieu d'accueil pour des femmes en situation de fragilité ou victimes de violences. Et sur le plateau de la tempête, il y aura 3 personnes qui viennent de ce groupe-là et 3 ou 4 professionnels. Les Métamorphoses d'Ovide est un texte qui est une sorte de grand fresque de l'époque latine, romaine, qui résume en quelque sorte toute la mythologie de l'époque, qui vient bien sûr de Grèce et même d'au-delà. Évidemment, c'est un texte très vaste. Moi, j'ai choisi uniquement des récits d'héroïnes, donc que des histoires de femmes, et des histoires dans lesquelles particulièrement il y a un lien avec ce que certaines femmes ont subi et comment cette violence subie a engendré une manifestation encore une fois, d'une plante, un oiseau. Donc j'aimerais vraiment recréer les conditions pour que ces histoires soient partagées et à travers des histoires qui viennent de loin, les mythes, ces femmes-là, toutes les femmes qui participent et les spectateurs aussi, puissent entendre certaines choses autrement et voilà, faire la paix avec quelque chose. Bonjour, bonsoir. On est ici pour parler ensemble de l'errance de l'hippocampe, voilà, par la compagnie Point Zéro. Et donc, l'errance de l'hippocampe, comme son nom l'indique, c'est une errance, c'est un voyage, une proposition, une invitation à voyager. Alors, l'hippocampe ici, ce n'est pas le petit cheval marin, ce petit cheval, ce fier destrier des fonds marins. Non, il s'agit plutôt de l'hippocampe, donc la partie du cerveau dans laquelle viennent se graver les souvenirs, et qui est le centre du repérage dans l'espace, de l'orientation. Et donc, qui dit errance dit qu'on va effectivement se perdre dans les souvenirs des uns et des autres, de ces acteurs, et toujours en interrogeant la véracité du souvenir. Et la véracité au théâtre, c'est important de savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, où s'arrête la limite, ou quelle est la limite entre la fiction et la réalité. Donc il y a des choses qui sont réelles, des témoignages qu'on a recueillis, des témoignages tout à fait privés des acteurs, et des choses qui sont totalement extrapolées. Mais comme les souvenirs, voilà, on ne sait pas très bien quelle est ma partie, c'est assez intime au fond, et on ne sait pas quelle est la partie qui est réelle, quelle réalité ça a, puisque même si on partage des souvenirs en commun, il n'est pas certain que nous ayons la même vision des choses. Alors voilà pour les outils que nous allons employer pour vous
proposer cette invitation au voyage. Ça va être les marionnettes. Vous savez que c'est une des spécificités de la compagnie. Acteurs et marionnettes toujours mélangés. On continue notre travail d'interrogation sur cet objet fabuleux. Et voilà, vous verrez qu'il y a des nouveaux types de marionnettes, des marionnettes peut-être plus high-tech, mais qui ne leur empêchent pas de rester extrêmement touchantes. Cela se passe aussi dans... On a imaginé une sorte d'hôtel mystérieux, hôtel, théâtre, dans lequel ça se passe, où 4 personnes, 4 acteurs sont là et voilà, et on rentre dans leurs souvenirs, à moins qu'on soit dans le présent, à moins qu'ils soient tous en train de rêver. Sans doute ont-ils perdu la mémoire pour certains, sans doute essayent-ils de reconstruire les morceaux du puzzle. Voilà, il y aura beaucoup de musique aussi dans le spectacle et des interventions vidéo. Voilà, c'est aussi une des grandes marques de fabrique de la compagnie Point Zéro. Et voilà, donc en gros, une invitation à se perdre dans les méandres du rêve et des souvenirs. J'aurais pu me contenter d'une carrière de vedette, avec les paillettes et le champagne. Donc l'idée, c'est de raconter la vie de Nina Simone et de plonger dans ses archives, dans la mémoire d'une des plus grandes chanteuses noires américaines. Les 45 tours nous étaient retournés cassés en deux. Mais moi, je voulais entrer dans les foyers de cette prétendue suprématie blanche. Lisa revient dans la maison de sa mère, à Carry-le-Rouet, dans le sud de la France. Sa mère est décédée depuis quelques années et elle va redécouvrir cette maison et elle va tomber sur les archives de Nina Simone, sur ses mémoires, et elle va replonger dans la vie de sa mère. Donc c'est une histoire, mais c'est aussi, je l'appelle un drame musical, parce qu'on va plonger aussi dans les chansons de Nina et Lisa. Donc le spectacle passe tout le temps du texte à la chanson. Everybody knows about Alabama, everybody knows about Mississippi, everybody knows about Mississippi. Go down. That's it. Bonjour à tous. Je ne sais pas comment, dans les moindres détails, mais ce qui est sûr, c'est que nous serons là, Julie Duroisin, Anne-Pascale Clérambourg et moi, avec vous. C'est étonnant qu'une telle promesse, qui nous aurait paru il y a quelques mois si banale, si simple, nous semble aujourd'hui un presque inaccessible espoir. Je ne sais pas si vous serez masqués, ni à quelle distance physique nous serons les uns des autres, mais je vous promets que quoi qu'il arrive, nous serons là, présents dans un même lieu, et que nous partagerons ensemble l'expérience du présent. Nous profiterons de 84 minutes d'amour pour rêver nos existences avant l'apocalypse. Nous ferons réelles nos fictions, et nous serons les dieux de ces instants privilégiés. Nous ferons grandes nos pensées, et nous ferons grands nos rêves. Nous rencontrerons nos créations imaginaires en chair et en os. Et nous profiterons enfin de la joie d'être ensemble. Mais mon amour ne me quitte pas. Une histoire sentimentale sur fond de guerre d'Algérie, cette comédie musicale inventive et épurée n'en reste pas moins fidèle au film de Jacques Demy. Si je reviendrai. La guerre détruit l'amour en fait de ces deux amoureux, donc c'est un film très grave et voilà, il faut pas du tout en retenir que la couleur ou la joie, au contraire, c'est la tristesse du bonheur. La partition de Michel Legrand, conduite par Patrick Leterme, se joue de l'esprit Broadway dans cette œuvre traitée comme un opéra.
Dans un Broadway, on a des scènes parlées, des chansons qui font avancer l'histoire. Là, c'est toute la musique et toutes les chansons qui font avancer l'histoire. Il n'y a aucune scène proprement parlée. Tout est chanté. Une vidéo, mais aussi une chorégraphie, apporte ici une vague de modernité. Elle permet une respiration aux spectateurs. C'est quand même une pièce où il y a beaucoup de huis clos, donc ça permet d'avoir une action et d'avoir beaucoup plus de monde sur le plateau. Bonjour, alors j'ai 2 minutes pour vous parler du roman d'Adeline Dieudonné, La vraie vie. Alors je me demande s'il est encore nécessaire de vous présenter le roman, l'histoire, tant il a connu du succès, un succès immense, traduit en plusieurs langues, multiprimé. Je dirais que c'est un manuel de survie pour petites filles en milieu hostile. Voilà. Donc c'est l'histoire d'une famille impossible, composée d'un père ogre, amateur de whisky, de chasse et de télévision, d'une maman amibe qui dépasse très rarement les limites de sa cuisine, et de 2 enfants, un petit garçon et une grande sœur, tous 2 amateurs de crème glacée et malheureusement pour eux de chantilly. Suite à un événement tragique, le petit frère va sombrer dans une profonde dépression et dès lors, la grande sœur n'aura plus qu'un seul objectif dans sa vie, c'est redonner goût à la vie, à son frère. Et pour ce faire, elle n'aura qu'une seule solution, c'est revenir en arrière, voyager dans le temps et revenir à l'heure du drame pour changer les événements. Voilà, donc c'est, je dirais, un roman empreint d'un réalisme social, un peu à la Ken Loach, propre au frère Dardenne, mais qui flirte aussi avec le fantastique, donc d'où la touche de l'autrice Adeline Dieudonné. Voilà, alors sur scène, il y aura Isabelle Defossé qui endossera le rôle de la maman, Riton Liebman dans le rôle du papa, et Adeline Dieudonné elle-même dans le rôle de la narratrice, de la grande sœur. Voilà. Une scénographie de Thibaut de Coster et Charlie Klinderman, un travail vidéo de Sébastien Fernandez et des lumières de Jérôme Dejean et moi-même à la mise en scène, assisté par Nargis Benamor. Voilà, donc je pense, belle équipe pour un chouette projet qui verra le jour en croisant les doigts en février prochain à l'atelier théâtral Jean Villard. On vous y attend nombreux. Au moment où j'ai proposé à Cécile Van Snick de monter ma pièce sur Lin Zhao, je ne devinais pas à quel point elle se trouverait dans le zoom de l'actualité. Alors Lin Zhao, c'est quelqu'un qui a survécu à un confinement, à un long enfermement, très longtemps, sans renoncer à ses idées ni à son optimisme. Lin Zhao est une écrivaine, une journaliste, poétesse chinoise, elle est née en 1931. Alors, Lin Zhao rentre d'abord avec enthousiasme dans le Parti communiste, enfin dans le mouvement communiste, elle participe à la réforme agraire. Et à mesure qu'elle avance dans ses études et qu'elle voit évoluer le régime de Mao, elle s'en écarte et elle devient critique. Et donc elle prend à un moment position pour la liberté individuelle, le multipartisme, la démocratie, toutes choses qui évidemment ne sont pas de bonne aloi à l'époque. Elle se retrouve en prison. Elle se retrouve en prison pour les 8 dernières années de sa vie. Elle va mourir en 68. C'est donc une histoire à 36 ans. C'est donc une histoire assez triste, si ce n'est qu'elle est pleine d'optimisme parce que Lin Zhao arrive à rester elle-même, à se respecter. Vous savez que les communistes espéraient toujours qu'il y ait une autocritique et donc qu'on fasse une confession publique. Donc ils vont la torturer dans tous les sens du terme pendant des années pour qu'elle reconnaisse ses erreurs et qu'elle rentre dans le rang. Ce qu'elle ne fera jamais. Et grâce à l'écriture, grâce à
à sa pensée, elle reste vivante, elle reste optimiste, elle chante. Donc elle se met à chanter dans sa prison, elle chante par la fenêtre pour ses poèmes et ses convictions politiques pour les gens qui passent dans la rue. Et puis elle va aussi écrire, et comme on la prive de papier et d'encre, elle va écrire avec son sang. Elle va écrire avec son sang sur les murs, qu'on efface régulièrement. Et puis à un moment, grâce à des complicités internes, elle finit par arriver à coucher des poèmes, ce qu'on appelle des poèmes de sang. Ces poèmes, par miracle, ont été sauvés par un des geôliers, par une geôlière, supposais-je, et ont été transmis, et ils sont aux États-Unis maintenant. Et c'est sur base de ces poèmes et de ces textes que j'ai élaboré la pièce, qui est une pièce pour 2 femmes, puisqu'il y a une geôlière et Linzao, et qui est une leçon, je pense, de civisme, d'optimisme et d'espoir dans l'avenir. Voici le pape des fous! Vive le pape des fous! Elle te fait de l'effet, la petite bohémienne, hein? De la tourmente, je surveille de la foule, je sens la langue pour me moquer, pour me moquer. Pas pourquoi les poètes ne seraient pas rangés parmi les truands ou les vagabonds. Vous auriez vu la bohémienne, vous auriez compris immédiatement. Chassez-la de votre esprit. Comment vous appelez-vous? Esmeralda. Ah, laissez-moi en paix! Entre mes prières et moi, il y avait ton visage. Une femme dansait sous les yeux des hommes, et chaque homme pensait, puisque cette femme provoque mon désir, elle m'appartient. C'est toi qui m'y oblige! Malheur, c'est que je suis encore trop proche de l'homme. Je voudrais être tout à fait une bête. Miss Else, c'est l'adaptation très librement inspirée du roman d'Arthur Schnitzler, Mademoiselle Else. C'est une adaptation contemporaine qu'on est en train d'écrire, Lionel Ravira et moi-même. Elle tourne autour de la question du consentement. Le consentement, comment on peut l'obtenir, le consentement d'un enfant de 15 ans. À 15 ans, on est encore un enfant. On s'est aussi beaucoup inspiré du texte de Vanessa Springora, qui est sorti assez récemment. On raconte donc l'histoire de Else, 15 ans, qui est en vacances dans un palace très huppé avec sa tante Fortunée et son cousin. Elle passe là des vacances un peu de rêve. Et ces vacances vont être interrompues d'une manière assez brutale par sa mère, qui l'appelle et qui lui annonce que son père est revenu à la maison après une absence de 2 ans où il avait tout plaqué, il avait plaqué la famille en tout cas, et que ce père a besoin d'aide. Voilà, de là, les vacances d'Else vont basculer et une mécanique un peu redoutable va se mettre en place et va la prendre au piège. On va suivre dans ce texte, dans cette pièce, on va suivre les pensées d'Else, on va vraiment la suivre au plus près. La pièce est aussi égrenée par des rencontres avec un homme charmant, brillant, qui va s'avérer être un peu plus trouble aussi et un peu double et qui va progressivement faire glisser l'histoire. Je suis entourée pour créer ce spectacle de Lionel Ravira qui est avec moi, qui travaille avec moi à la dramaturgie, à l'écriture et à la création vidéo, d'Harry Van Egmond qui lui crée la scénographie et la création lumière aussi, de Harry Charlier qui lui assure la création sonore et musicale, qui sera très importante dans ce spectacle, et Émilie Jaunet pour les costumes. Les rôles d'Else et de cet homme seront tenus par Epona Guillaume qui fait du théâtre depuis qu'elle est toute petite, qu'elle est enfant et qui maintenant est une toute jeune femme. Voilà. Et Alexandre Trouquiba,
présente plus. Et je me réjouis vraiment de mettre ces deux acteurs en présence pour créer un spectacle que je vois comme, je dirais, un spectacle pop, sombre, troublant, élégant. Et je me réjouis de le partager avec vous, enfin, voilà. Pour les femmes, c'est normal d'être féminine. Mais il faut nous comprendre. Ça fait que 80 ans que vous avez le droit d'avoir une carte d'identité. Et nous, on doit tout changer comme ça en une génération. Ben, ça va, oh! J'arrive! Doucement. Je profite encore un peu. Oh les Français, ah je les supporte plus, franchement. Ils disent tout le temps du coup. Du coup, rien du tout. J'ose plus dire paye, vieux. Tiche. Qui dit encore tiche? Bonjour, merci à toutes et à tous de vous adapter à ces drôles de modes de communication, hélas, compte tenu de ces temps troublés et bouleversés que nous traversons. Alors, Le Purgatoire de Robin van den Bos. Voilà, c'est une pièce de théâtre que j'ai l'honneur d'écrire et que Cécile Van Snick m'a fait finalement le cadeau de enclencher parce que ça s'est écrit, un tout petit bout, s'est écrit au moment des 50 ans de l'atelier Théâtre Jean Vilar. Voilà, il y a 2 saisons. Et puis, j'ai eu envie de continuer. Cécile m'a fait confiance. Une équipe s'est formée. D'abord Rachid Benbouchta, qui a d'ailleurs porté à la scène le petit bout il y a 2 saisons. France Bastoun et Dominique Ronvaux. Je les salue et je les remercie bien tous. Ça raconte quoi? Un jour, je suis descendu prendre mon petit déjeuner, comme ça m'arrive quand même tous les matins. J'allume la radio et puis j'ai une saugrenue idée. Je me suis dit, tiens, et si tout à coup j'entendais que je suis décédé dans la nuit? Je me suis dit, tiens, il y a peut-être le début de quelque chose. J'ai commencé d'écrire et puis j'ai senti que ce que je voulais raconter à travers ça, c'est la fragilité d'une des plus belles aventures humaines qui existent, c'est-à-dire le couple. Voilà, l'amour entre 2 êtres, la construction de l'amour entre 2 êtres. Et au fond, Robin van den Bos, au moment où il apprend son décès, entre forcément dans un climat quelque peu surréaliste et va rencontrer toutes les femmes de sa vie, toutes ces héroïnes extraordinaires qu'il a choisies, qui l'ont choisi et que lui a raté. Voilà. Il a raté son couple, il a raté son rapport à la femme, à la créature qu'il aime. Et j'avais vraiment envie de raconter ça, cette fois du côté du héros masculin. Et je pense que bon, ça va forcément nous bousculer, nous amuser. Je vais essayer de le faire et nous questionner sur notre relation aux êtres et d'abord à nous-mêmes. Voilà, merci beaucoup, j'espère à très vite.
Bonjour, mon nom c'est Alex Lorette et je suis l'auteur du texte La vie comme elle vient. Alors, La vie comme elle vient, en fait, c'est un texte qui est le récit de vie d'une femme qui s'appelle Lucie. Cette femme est née au Congo. C'est une Belge qui vit là-bas. Sa mère est morte en couche et donc elle est élevée par son grand-père dans un village le long du fleuve, et elle est surtout prise en charge par une nourrice qui s'appelle Massiga. Et donc cette nourrice congolaise en fait va l'élever à cheval entre deux cultures, et donc Lucie, cette femme, développe en quelque sorte une double identité, une identité culturelle à la fois belge et congolaise. Elle passe de nombreuses années là-bas, et à l'adolescence en fait elle rencontre un jeune Congolais. L'histoire se passe quelques années avant l'indépendance du Congo, et donc aussi quelques années, on va dire, avant la libération des mœurs de mai 68. Et donc c'est une relation qui est complètement taboue. C'est une relation entre une femme blanche et un homme noir. Et donc Lucie tombe enceinte, et donc on va la séparer de son enfant, on va l'envoyer en Belgique où elle fera des études dans un pensionnat, et elle mettra plusieurs années avant de retrouver sa fille. Le récit, en fait, c'est le récit de Lucie, de cette femme qui revisite les différentes étapes du parcours de sa vie lorsqu'elle arrive tout doucement à la fin de sa vie, donc dans sa vieillesse. C'est un texte qui parle beaucoup du sentiment qu'a cette femme de ne pas se sentir à sa place. Et donc c'est un texte qui interroge ce qu'est être un étranger. Et donc on peut se sentir étranger dans un pays sans pour autant être d'une couleur de peau différente, tout en parlant la langue. Et donc c'est exactement la situation que vit ce personnage principal, que vit Lucie. Elle ne se sent pas chez elle en Belgique, et elle rêve sans arrêt d'un Congo qui n'existe plus, en fait, qui est un pays, le pays de son enfance, qu'elle fantasme. Le texte évoque aussi la difficulté des relations entre cette femme et sa fille. Voilà, j'espère que vous aurez plaisir à découvrir ce travail. La mise en scène sera assurée par Denis Mpunga, et la distribution, c'est Jo Dezer, Elsa Poiseau et David Minor Ilunga. Merci beaucoup.